Message pour bénéficiaires et pour aidants. Damava réinvente les soins à domicile. Besoin de soins infirmiers au personnel ou simplement d'accompagnement? Trouvez votre aidant sur l'application Damava. Vous êtes un aidant? Joignez-vous à nous avec l'application Damava Aidant. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Gilles Parent, les balados en français. Le plaisir que l'on a de prendre le temps, de prendre son temps, c'est fantastique. Alors, je vous rappelle, pour les gens qui ne savent pas encore, qu'on est depuis peu sur YouTube. Là, on me demande, est-ce qu'il va y avoir des vidéos? Est-ce qu'on va vous voir un jour? Ben, je ne fasse faire de la radio. Pour l'instant, c'est pas encore le plan de faire de la télé, mais quand même, c'est l'opportunité est là. On est donc sur Google Podcast, sur Balado de Apple, sur Spotify, sur gillesparent.com, bien sûr, et maintenant, le canal de Parents et amis de Gilles Parent sur YouTube. Devant moi, professeur émérite au département de communication à l'Université d'Ottawa, conférencier, auteur, chercheur dans le monde des médias, à 2 mètres de moi. Bonjour Luc Dupont, comment ça va? Bonjour Gilles. Et oui, on pourrait avoir des caméras, on est tellement beaux! Parle pour toi. Ben là, tu vas me dire qu'il y a une tendance quand même. Non, c'était une farce là, pour les gens qui nous écoutent. Ben là. oui, ben oui. Je pensais à toi. Ben oui. Comment ça va, mon cher Luc? T'as l'air de bonne humeur quand même. Ça va très bien. Ça va très bien. Mais en toute franchise, on a hâte que l'épisode de COVID soit terminé. Mais on garde le moral. Je pense que c'est ce qui est important. Quand c'est arrivé en mars 2020 et quelques fois les semaines suivantes, on a eu des podcasts qu'on faisait sur la suite des choses. Je me rappelle d'avoir dit avec toi, à un moment donné, je pense que c'était peut-être mai ou juin 2020, là on sent que le déconfinement, on a peut-être la fin on ne savait pas trop. Tu sais, finalement, la 3e vague, moi, c'était très honnêtement, là, j'ouvre mon jeu. Quand on était au mois de juillet-août, je voyais les cas très bas, j'ai dit, franchement, ils nous énervent encore, ils veulent nous faire... Mais là, moi, dans ma tête, je l'ai échappé. T'sais, ça a été le mot de l'année, là, il l'a échappé, on l'a échappé. Bon, le maire Labaume l'a dit plus qu'une fois. Mais là, je pensais pas. Je pensais pas que ça ne frapperait de même, puis je suis encore sous le choc rendu au mois d'avril 2021. Ah oui. Moi, tu vois, c'est un peu l'inverse. OK. Au début, j'ai souvenir des experts qui ont dit un vaccin, ça va prendre au moins 2 ans et demi. Donc, je m'en remets aux experts. Après tout, ces gens-là doivent connaître ça un petit peu plus que moi. Donc, 2 ans et demi, je regarde mon calendrier. Et somme toute, après l'élection américaine, le lendemain, le surlendemain, tu te souviendras, coup sur coup, et Pfizer et Moderna également ont annoncé qu'ils avaient le fameux vaccin. En d'autres mots, en moins d'1 an, ce qui est quand même exceptionnel, qui est un record de tous les temps. Ça, Luc, ce que tu dis, là, excuse-moi de mettre l'accent là-dessus, l'histoire, on ne peut pas présumer de l'histoire, mais là, on peut. Dans ce cas-ci, oui. On peut penser que dans 15 ans, quand on va reparler de cette crise mondiale-là, on va dire le moment qui a été le moins souligné, mais le plus important, c'est la révélation d'un vaccin efficace à plus de 80-90% quand les 2 doses sont données, en un temps record comme ça. Oui, on parle de 9 à 10 mois, oui. T'sais, on se plaint encore aujourd'hui, ça va passer vite, mais écoute, dans les faits... Oui. Je pense qu'on ne savait pas ce qu'on disait quand on disait le vaccin, ça va prendre 1 an et demi, 2 ans. On le figurait pas. Oui, puis en même... Oui, parce qu'il y aurait... Normalement, on ne serait pas là. L'espace d'un instant, imaginons que ça prend 2 ans et demi. Mais on est rendu sur le plan social. Et on sent bien ces temps-ci que la caisse de résonance est à son maximum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan sportif. Le tunnel serait petit, puis la lumière serait petite aussi. Oui, effectivement. Et tout à coup, ce serait un train qui s'en venait. Mais effectivement, alors là, c'est remarquable. Et ça ouvre la porte aussi dans le futur à toutes sortes de choses. Parce que Pfizer annonçait pas plus tard qu'il y a quelques jours qu'elle avait commencé à réfléchir à d'autres vaccins pour d'autres problèmes en utilisant la nouvelle méthode qui, pour faire une histoire courte, permet, sur le plan informatique, de faire une modélisation qui t'indique ou te suggère un certain nombre de portes de sortie possibles. Autrefois, il fallait tester l'ensemble des portes de sortie en sachant pas, bon, t'avais tes sets de clés. C'est ça. Maintenant, on dit, ben écoutez, au lieu de tester 1 million de clés, il y a une douzaine de clés qui devraient fonctionner ou qui pourraient potentiellement fonctionner selon ce qu'on sait. Alors,
testez-les. Et puis, c'est aussi la manière de fabriquer, entre guillemets, les vaccins, parce qu'on oublie souvent que c'est une espèce de concoction, hein, avec des ingrédients, puis une séquence aussi qui doit être respectée, qui n'est pas toujours facile. Mais d'être rendu là, soudainement, tu vois, moi, je crois que dans 10 ans, quand on va jeter un coup d'œil là-dessus, on dira que c'est un tournant sur le plan médical, sur le plan des vaccins, évidemment, parce que soudainement, tu peux rêver à toutes sortes de choses. Pense-y, toi qui es professeur d'université. Pense à un temps normal, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, un temps normal, hors guerre et hors... Tu as rarement une occasion où la population mondiale, surtout, mais même si c'était juste l'Amérique du Nord, ça serait beaucoup, où tu as un test psychologique où les gens vont être enfermés, privés de leur plaisir, privés de leurs habitudes. Test psychologique, c'est ce que je veux dire. Comment le corps, comment l'être humain va réagir. Ça, c'est la psychologie. Socialement, comment les gens vont réagir quand le gouvernement va matraquer, on ferme, on fait un couvre-feu. Il y a 10, 15, 20 ans, on serait tous dit, prends une autre gorgée, tu ne peux pas penser demain. As-tu pensé l'effet, moi c'est ça qui m'intéresse, l'effet sur la population, sur nos habitudes, sur l'être humain en un si peu de temps au plan psychosocial. Oui, et j'ajouterais, parce qu'il y a bien des écarts aujourd'hui, c'est notre sujet, sur le plan médiatique. Parce que tu as toutes sortes de... Et sur le plan marketing, évidemment. Par exemple, prenons 1, 2, 3 exemples. Quel beau sujet, le marketing! Oui, tiens. Je le savais que tout tard, on finirait par en parler. Non, c'est une intro. C'est une intro. Comme nous avions l'habitude de le faire depuis on peut s'étirer, oui. Les influenceurs. Avant la pandémie, tu voyages à travers le monde, tes photos. Oui. Durant la pandémie, tu voyages plus à travers le monde, plus de photos. Après la pandémie, est-ce que soudainement, on fait comme si de rien n'était et puis les influenceurs recommencent à voyager partout à travers le monde, à se photographier en bikini? Alors, tu vois, ça, c'est une question. Parce que, force est de constater que... Moi, je vais laisser faire le bikini pour moi, en tout cas. Oui. Force est de constater... Pour votre bien. Oui, OK. Je pensais que tu voulais que je le porte. Parce que, force est de constater que, durant la pandémie... Tout ce que j'appellerais largement la culture populaire, les stars, ça s'est pas bien passé. Non. Je pense à Madonna dans sa baignoire. Est-ce que tu te souviens de ça? Je pense à toutes sortes de commentaires. Ellen DeGeneres, qui a vu ses codes d'écoute fondre de moitié parce qu'à un moment donné, filmé dans son manoir, nous racontait son manoir d'à peu près 20 millions de dollars c'est un détail, là, mais nous racontait comment c'était difficile. On voyait à l'arrière-plan, d'ailleurs, la piscine qui avait l'air pas si mal. J'aurais pu négocier 2 ou 3. C'est étonnant quand même, quand on y pense, oui. Non? Mais quel manque de jugement en passant. Et ça, tu vois, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je donne, dans quelques semaines, je commence un cours qui s'appelle justement Communication et culture populaire. Et je sais que c'est une des questions qu'on va poser. C'est comme si soudainement, cette espèce de légèreté-là... À la Kardashian un peu? Oui, absolument. Se faire une vie avec les autres, mais aujourd'hui, notre vie, ce qu'on espère, c'est de retrouver ce qu'on avait, nous, au lieu de rêver celle des autres. Est-ce qu'il y a un peu ça? Oui, c'est de voir, prenons l'exemple justement de la Kardashian, qui prend la porte arrière pour aller s'entraîner pendant que le studio de conditionnement physique est fermé. Et qui, là, dans le temps, on aurait regardé ça en disant es-tu forte, hein? Es-tu forte? Elle est importante, puis elle est connue. Puis là, soudainement, non, on la regarde et on dit mais tu parles de... Hein? Alors, vois-tu comment... Il y a quelque chose qui est fascinant là-dedans. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Au-delà de ça, restons toujours dans la culture pop, les plateformes, les médias, je pense à Netflix, qui est sorti gagnant de tout ça, mais la surprise, c'est la tortue qui est éventuellement rattrapera le lièvre, ou le lapin, je me souviens jamais, c'est un lapin ou le lièvre dans l'histoire d'un lièvre. Disney, qui, il y a quelques mois, faisait une prédiction renversante. Eux sont certains qu'en 2024, ils vont passer devant Netflix. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut, Luc? Bien, le modèle d'affaires est différent. Netflix te vend des séries. Netflix te vend un petit peu plus maintenant de films aussi. Ils se sont aperçus que des gens qui veulent accoter 12 puis 15 épisodes en 3 puis 4 semaines, c'est peut-être pas le commun des mortels. Moi, personnellement, tu vois, j'ai de la misère. Ça, c'est le problème que rafale, c'est pas toi. Moi, je suis pas capable. Okay. Il faut que ce soit d'un intérêt remarquable et j'ai souvent l'impression qu'on étire un petit peu la sauce parce qu'il fallait faire 15 épisodes et pas 3.
Et une fois de temps en temps, bon, on dit on fera pas ça. Alors, je pense à la série sur les échecs. Ah oui, Gambit, oui, exact. Queen's Gambit, si je me souviens bien. Que j'ai adoré Comme également. tout le monde, mais je crois que c'était 5 épisodes. Corrige-moi si je me trompe. Ou pas plus, 5, sinon, 6. c'est ça. Mais sais-tu qu'est-ce que je me disais en voyant ça? Je me disais, mettons qu'on est, nous autres, je sais pas, on rencontre un directeur de production, puis on va dire, on a pensé à une série sur les échecs. Il nous aurait peut-être dit, les gars, allez prendre une marche, vous reviendrez. Oui. C'est pas évident, mais tu sais que c'est ce qui s'est passé, Gilles. Hein? La série dans les cartons. Je connais pas la genèse. Un peu comme Gladiateur. Ah oui? Oui, Gladiateur, c'est 10 ans qu'on a présenté ça et les gens disaient quoi? L'histoire d'un gladiateur. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus les westerns puis tu vas me vendre un gladiateur. Puis en plus, il est fâché parce que sa conjointe a été tuée sauvagement puis tu me demandes d'embarquer là-dedans. Dans le cas de Queen's Gambit, je pense que c'est 15 ans. Oh! Et 15 ans de quoi? Un truc d'échecs? Ben voyons. Tu vas filmer des échecs, c'est parce que... Et tu sais qu'ils ont engagé des experts, des conseillers, parce qu'ils ont dit, assurons-nous que les matchs qu'on joue sont de vrais matchs et que tu bouges les pièces correctement que dans certains cas, on sent bien qu'il y a une logique, c'est-à-dire que c'est pas toi puis moi qui joue aux échecs, il n'y aurait aucune logique. C'est quelqu'un qui connaît ça. Alors, il y a eu des conseillers et tu as même eu des joueurs d'échecs professionnels qui ont travaillé là-dessus. Mais alors, je reviens à ta question sur Netflix et sur Disney. Deux modèles d'affaires différents. Parce que Disney te vend, il te vend le thermos, il te vend le thermos, il te vend le poster, il te vend le parc d'amusement. Absolument. Okay, c'est ça. Et c'est pour ça que ils ont réalisé jusqu'à maintenant une performance, en tout cas, remarquable, dans un contexte, puis ils ont eu le coup de main de la COVID, ça c'est sûr. Mais en même temps, tu dépasses les attentes originales quand ils ont lancé ça? Sûrement, sûrement. Okay. Et je voyais, sont sortis là aussi très, très récemment les chiffres pour l'an prochain et pour cette année. Là, Netflix, cette année, veut investir en production 17,5 milliards de dollars. On avait parlé il y a un an de 9 à 10 milliards. Donc, ils ont doublé la cadence. Ce qu'ils nous disent pas, c'est qu'ils sentent qu'il fait... Il y a un peu de chaleur. La chaleur, c'est... ils ne retraitent pas, au contraire, ils vont pousser la machine. Ils poussent. Ils ont, par rapport à ce qu'on avait annoncé initialement, à peu près doublé la mise. À titre de comparaison, Disney, c'est 5 milliards. Alors, vois-tu comment? Mais tu sais quoi? C'est du simple. Je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi quand tu vas voir Netflix. Au moment où on enregistre, on est au mois d'avril de 2021. La folie, c'est Le Serpent, qui met en vedette une Québécoise, Marie-André Leclerc, je pense, dans les années 75-76. Meurtre en série, des voyageurs à l'étranger. Je pense que les gens, si vous ne l'avez pas écouté, c'est vraiment d'intérêt. Mais il faut voir le budget alloué à ça. Je disais à ma blonde, j'ai dit... Je suis pas en train de vouloir applaudir à tout rompre Netflix, mais t'as rendu compte que pour une série comme ça, qui est intéressante parce qu'on refait à la période précédente, à la 75 avec les autres. C'est pas la première fois que ça se fait, mais tu sais quand c'est cheap, c'est juste du raboutage, là, tu comprends? C'est le pseudo-documentaire romancé, mais avec une qualité de production. Tu vois qu'il y a de l'argent mis là-dedans et c'est agréable à voir parce que c'est aussi effectivement structuré puis que ça soit dynamique. Mais je disais, il y a juste Netflix qui peut faire ça pour l'instant. Il n'y a pas des séries québécoises. Ils en font quelques, mais ils en font 1, 2, 3, 4. Netflix, c'est combien qui sortent par semaine? Ils t'envoient, voici les 5 nouveautés de la semaine, les 8, les films. Fait que je me dis, pour le plaisir des gens, puis la compétition, probablement qu'on sait dans l'histoire, tu vas me dire qu'en marketing, la compétition, c'est toujours bon, parce que ça amène des gens meilleurs, mais je vois Netflix nous offrir une qualité qui me fait dire par moment, je disais à ma blonde, on se rend compte qu'à cause de la COVID, on va moins au cinéma, mais on se rend compte qu'on est mieux équipé chez nous pour écouter de la télé et que la télé souvent surpasse la qualité des films. Mm-hmm. Oui. On n'aurait jamais dit ça il y a 25 ans. Absolument. Pour revenir à l'exemple de Queen's Gambit, oui, t'as des séquences qui sont visuellement superbes. Moi, j'écoute ça sur un écran là, avec j'ai un projecteur multimédia là, que j'utilise pour ça. Également pour les conférences. Oui. Un écran. En salle. Ouais. Petit clin d'œil ici. Mais c'est ça. Là, c'est magnifié. C'est super. Je reviens à Amazon parce que dans ma liste, donc, Netflix, 17,5 milliards. Disney, 5 milliards. Apple TV, 4.
rapidement, je te dirais, ça paraît pas, en tout cas. Non. Je suis rarement là. Très déçu d'Apple TV, je dois dire. Je me suis enfargé 2-3 fois. Puis, HBO, qui est historiquement très, très fort, 4 milliards aussi. Mais tiens-toi bien, Amazon, tu le vois où, Amazon, tu penses? Et ça, c'est l'autre révélation. Ça en venait aussi. Oui, alors ça, c'est l'autre révélation de la pandémie. 9 milliards. Alors, quand tu fais le décompte, Netflix est le premier et le deuxième. Oui, 2 fois plus, grosso modo, 2 fois plus que Apple TV, 2 fois plus qu'HBO, pratiquement 2 fois plus que Disney, la moitié de Netflix. Mais là où ça devient intéressant, souviens-toi, dans des entretiens précédents, toi et moi, on se parlait de Netflix. Netflix a dit, pour l'instant, on n'est pas intéressé au sport, quoique ils ont commencé, il y a 2-3 affaires sur la Formule 1, entre autres, et sur le foot, on fait dans les bios. Il y a Pelé, que tu as peut-être regardé la bio sur Pelé, très, très touchant, je dois dire. Mais qu'est-ce que Amazon a annoncé récemment? C'est qu'elle a obtenu les droits de la NFL pour le jeudi soir. Et ça, on avait ouvert cette porte-là, toi et moi, à de nombreuses reprises en disant, un jour, ces joueurs-là vont acheter ça. Et c'est fait. Alors, ils ont fait cette annonce-là récemment. Ils ont mis une tonne de fric là-dedans et ils auront tous les matchs du jeudi soir pour plusieurs années. C'est ce qu'il va faire aussi dans le monde du sport. On a évoqué ça, mais les grandes corpos traditionnels de sport, les ESPN, TSN et les autres, seront peut-être même plus capables de suivre la parade ou la précéder parce que les montants vont être trop élevés. Ces compagnies-là, Amazon, ils lèvent de l'argent, ils lèvent des milliards et des milliards, fait qu'ils sont capables d'avoir des moyens démesurés qui font que les traditionnels ne sont pas capables de suivre. Et dans le cas d'Amazon, ils ont investi, alors pour ce contrat-là plus spécifiquement, pour 11 ans, 11 milliards de dollars au total. 1 milliard par année. Pour les matchs du jeudi, ça signifie que si tu veux voir les matchs du jeudi, tu vas être obligé d'être un client d'Amazon. Probablement que tu vas être obligé d'être un client d'Amazon Prime pour avoir accès aux matchs. Et les matchs ne seront pas présentés à la télévision classique. Alors ça, c'est pas quelque chose qui s'était jamais fait auparavant, mais auparavant, on parlait d'expérience. C'était un match, 2 matchs. Mais là, c'est les matchs du jeudi soir sur une période de 11 ans. Et à côté de ça, tu as Disney qui a investi autour de 3 milliards par année pour aller chercher une autre portion de ces matchs-là de la NFL. Et tu as Comcast CBS, peut-être mieux connu, qui a investi à peu près 2 milliards. Alors, 1 milliard par année pour juste des matchs du jeudi soir de mémoire, c'est une quinzaine de matchs. Fait la division, ça fait cher du match. Est-ce que, Luc, la plupart des gens, dans mon entourage, on a Apple TV, puis on a notre écran, puis on est capable d'aller chercher NHL. Moi, je suis abonné à NHL, on a CBS, HBO, Netflix et plusieurs autres, Apple TV. Mais c'est une structure que moi, je connais, puis là-dessus, évidemment, mon Netflix, à moi, je le paye à Apple TV. Je me disais, est-ce qu'un jour, ces compagnies-là, qui sont très, très riches, vont dire, on va avoir un système indépendant, il n'y a pas question qu'on passe par Apple TV? Parce que moi, dans le fond, je paye... Mettons, 11 piastres et demi, tu comprends mon point? Je ne sais pas s'ils pensent à ça, mais ils sont assez gros comme structure pour dire non, là, ou interdire, mettons, Apple TV de mettre ça sur leur système un jour pour avoir leur propre à eux. C'était ça ma question. Oui, tout ça se passe déjà, oui. OK, ça s'en vient. Et c'est ce qui fait que le futur du sport professionnel, reprenons l'exemple de ESPN ou reprenons l'exemple ici d'un RDS ou d'un TSN, un jour, tu auras un canal Internet dédié. Tu pourras t'abonner à ce canal-là. Ton téléviseur, évidemment, est un téléviseur intelligent. Il est branché. C'est des choses qui existent déjà. Là. On n'est pas dans la fiction ici. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces géants-là utilisent leurs capitaux pour acheter et pour jouer dans l'étal des classiques. Et ça force un ESPN et ça force tôt ou tard un RDS et un TSN à dire... On est aussi obligé d'offrir ce service-là parce que la nouvelle génération le demande. Peut-être pas toi et moi, mais nos plus jeunes pourront jamais, et de toute façon ne peuvent pas concevoir d'avoir un forfait dans lequel ils paient 22 postes et ils en écoutent 3. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, pareil, mais chez moi... Ce qui est crucial pour eux autres, par contre, c'est que presque tout se passe sur leur cellulaire, puis c'est important pour eux de pouvoir le transmettre sur la télé. Oui. Ce qu'Apple TV permet. Je ne sais pas s'il y a d'autres systèmes Comcast. Comcast le fait très bien. Parce que c'est nécessaire, mais souvent...
ce que moi, j'ai de la misère à faire encore, mais je dois avouer que je l'ai fait l'année passée. Oui. Regarder des épisodes avec des écouteurs sans fil sur mon téléphone. Je pensais jamais faire ça un jour, mais j'en ai écouté une couple. Oui. Moi, personnellement, le problème que j'ai, je dois dire, je n'arrive pas à... Comment dirais-je? J'allais dire... Mixé ou non, c'est mon niveau de satisfaction en lien avec l'écran de téléphone intelligent. J'embarque pas autant. Je demeure convaincu. Je suis moins dedans. Mais j'ai dit ça à mes plus jeunes qui ont beaucoup ri en disant non, il n'y a pas de différence. Mais pour un petit vidéo de 30 secondes, t'es correct. Là. Oui, c'est juste que tu n'embarqueras pas pour une série d'un film de 2 heures. Et c'est pour ça que l'autre question qu'on pourra se poser pour l'après-pandémie, c'est le cinéma. Qui demeure un divertissement extraordinaire. Un James Bond sur écran géant, un Fast and Furious sur écran géant. Aussi. Oui. Les deux. Moi, je pense que quelqu'un me dit sans rire qu'il y a même plaisir à regarder ça sur son téléphone intelligent. J'ai mes sérieux doutes. Puis les gens qui vont écouter le podcast, je les invite à me commenter ça. Est-ce qu'eux trouvent personnellement que c'est aussi... ça comble autant? En tout cas, j'ai mes réserves là-dessus. Mais vois-tu, regarde, juste là-dessus, te dire des discussions d'amis. OK? Moi, j'ai 60 ans, des amis qui sont plus jeunes que moi, il y en a plusieurs. Souvent, le calcul, c'est, mettons, t'arrives, t'as un film d'Oscar qui s'en vient, puis il est alloué, puis t'as le loup plus cher parce que les jeux de bord. Mais, mettons, il est à 19,95. On voit ça, puis tu peux le louer. Ou tu peux l'acheter, mettons, pour 30$. Fait que là, tu te dis, ouais, la discussion que mes amis ont, ils vont se dire 19,95 pour le louer ce soir, on est installé chez nous devant notre écran assez grand habituellement. Puis on n'a pas besoin de bouger, peut-être un petit take-out en même temps. 19,95 à 2, c'est comme 10$ chaque. Mais si on va au cinéma, c'est 15$ chaque, 30, le popcorn, le si t'es rendu à 50. Oui. Fait que financièrement et paresseusement, parce que tu restes chez vous, c'est un bon deal. Fait qu'ils sont capables de te vendre une location même à 14$, 15$ en disant que toi, tu dis que c'est un bon deal, parce que si tu vas au cinéma, c'est plus cher. C'est pas le meilleur. C'est assurément une expérience plus totale, plus globale. Oui. Mais c'est un calcul que tu fais. Mais il y a un calcul, oui, absolument. Il y a le pour, il y a le contre. Puis je me demande dans quelle mesure. Alors, ça, c'est une autre porte qu'on ouvre. L'après-COVID, ça sera quoi? Ça va être quoi après? De ce côté-là. On va le voir assez rapidement quand on va ouvrir les cinémas. On a commencé aux États-Unis, certaines chaînes connues, je pense à AMC en particulier, a commencé à ouvrir tout ça. Est-ce que les gens seront au rendez-vous? Est-ce qu'il y aura une méfiance aussi initialement? Voyons, Luc, penses-tu qu'une année où on nous a dit constamment le soir, faites attention, portez des masques, le virus, les variants, ça se propage rapidement. Penses-tu qu'on va, même pour les voyages, même pour les avions, même pour les endroits où on va aller dans le monde, moi je dis pour tout, on aura toujours une crainte qui va être, moi je pense, viscérale pour longtemps. T'as pas ce sentiment-là? Possible. Alors on ouvre une autre porte, la vente en ligne. Est-ce que... Puisqu'on a cette crainte-là, est-ce qu'on va y retourner? Tu veux dire au centre d'achat ou au magasin? Oui. Est-ce qu'on va y retourner avec autant de ferveur? C'était déjà, appelons ça une plateforme ou un média au sens large, en début de déclin. On observait pour certains centres d'achat des reculs significatifs et on est capable de corriger tout ça parce que chaque fois, je rappelle que vous entrez dans un centre d'achat, vous êtes comptabilisé. Il y a des appareils très, très bien... c'est très bien installé, là. Même quand tu le sais où ils sont, tu ne les trouveras pas. Mais effectivement, on mesure tout ça. Là. On est capable de mesurer ces déplacements-là. Du côté des restaurants, ben, la livraison à domicile, bon, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est là pour durer. Les restaurateurs vont dire, on ne fait pas beaucoup de sous là-dessus, c'est pas l'idéal. En même temps, est-ce que les clients vont continuer à demander ça? Moi, je crois qu'il y a toute une génération. Encore une fois, je pense aux 20 ans, là, 21, 22, 25, 30 ans qui vont dire, sais-tu, c'est pas si mal pour certains plats. Puis d'un autre côté, ben, ça arrive à la maison, puis c'est peut-être moins bon que c'est dans l'assiette quand on est au restaurant. On est d'accord là-dessus? Je pense que c'est une évidence. Ça, surtout tout ce qui est patates, puis tout ça, là, c'est mou, bon, c'est moins chaud. C'est sûr. Mais est-ce que ça compense? Est-ce que c'est pratique? Oui. Alors là, on rouvre encore la porte du cinéma. Ça, c'est une espèce de négociation. Qu'est-ce que finalement? Est-ce qu'on reste à la maison? Mais là, on veut tout le temps rester à la maison? Ça n'a pas de maudit bon sens. Autre porte, la COVID. La folie immobilière dont tu parlais avec M. Derico, que j'aime toujours beaucoup écouter, je dois dire. Oui, très dynamique, absolument. Mais c'est ça. Alors, cette folie-là, moi, à Québec, je la connais moins, mais je peux te parler de la folie dans la région de Gatineau, Ottawa. Des maisons évaluées, l'évaluation municipale à 300 quelques mille, qui sont vendues 600 000. Okay. Une fin de semaine, 20 visites.
le dimanche soir. Je te parle d'un cas que je connais de quelqu'un qui a mis sa maison en vente. C'était une folie furieuse. Oui, alors le dimanche soir, on s'entend pour ouvrir les enveloppes avec les offres. 6 offres. Il n'y a pas une offre qui n'est pas au-delà du prix annoncé de la maison en vente. Tu me suis toujours? Oui, ben oui. Et dès qu'il y a présume qu'ils ont vendu. Ils ont vendu, oui, effectivement. Et dès qu'il y a une condition, fini. C'est fini. Alors, si ta condition, c'est vendre ma maison ou vendre notre propriété, c'est out. Etc. Peu importe la condition. Là. Alors, il se passe quelque chose. Bon, au-delà de ça, là, on déborde un petit peu peut-être. Non, mais le taux d'intérêt. La vente en ligne. Oui. Juste 2 secondes sur la vente en ligne. J'ai des amis, puis moi, je ne suis pas rendu là, mais qui me disent, nous autres, quand on analyse notre façon d'être avec la vente en ligne, on est rendu au point où, mettons, exemple, dans une journée, tu es à ton bureau, tu te rends compte qu'il n'y a plus de feuilles, il y a 8,5 onces. Tape, feuille 8,5 onces. Il y en a qui vont dire, je vais aller au bureau en gros, hein, c'est livré. Puis là, on a besoin de stylo. Puis là, qu'est-ce que tu as besoin? Ben, j'avais besoin aussi de papier Scott Towel. Ils vendent ça. Ben oui, ils vendent ça. OK, parfait. Tu sais, le côté, c'est pratique. Je pitonne, j'ai plus à m'en occuper. Ça s'en vient. Ça va arriver. Puis vu que j'ai 4-5 items, je paye plus le transport. Fait que mais moi, j'aurais jamais pensé faire ça, acheter du air freshener, puis toutes les bébelles que tu as besoin. Mais je le dis que ça se fait, là. Ah, absolument. Ça se fait. Il faut juste se promener un petit peu les yeux ouverts pour s'apercevoir. J'ai dit, moi, je suis pas rendu là, les amis. Je vais à l'épicerie puis je fais ma liste, là. OK. Je suis pas encore rendu là. Moi, 2 choses là-dessus. L'épicerie, à un moment donné, j'ai commencé à la faire en ligne. On garde ma commande. Somme toute, à chaque semaine, j'achète à peu près les mêmes affaires. Alors, moi, je suis un client de la vente en ligne. Si tu m'arrêtes la vente... en ligne? Pour l'épicerie. Si tu m'arrêtes l'épicerie en ligne après la COVID, s'il y en a un de la gang qui continue à me l'offrir, c'est lui. Oui. Okay. Et j'ai déjà dit dans ce podcast, et je le répète, je les ai toutes faites. Les bannières d'épicerie. OK? Je serais capable de dire... S'il m'engageait, je serais capable de dire ça marche, ça, c'est pas votre force, ça pourrait s'améliorer. Je les connais assez pour te dire ça. Mais tu es convaincu que ça va bien pour toi. Mais encore là, sur le plan anecdotique, une fois de temps en temps, d'aller faire son épicerie physiquement, c'est correct aussi parce qu'il y a toujours des trucs. Oh, j'avais pas pensé à ça. Oh, j'avais pas pensé à ça. Mais reconnaissons que la plupart du temps, notre épicerie est assez mécanique. Elle se ressemble. Alors, l'idée de faire clic, clouc, clic, clouc, clic, clouc, puis juste choisir l'heure. Puis au début aussi, il fallait choisir une journée 3 jours après. Puis là, maintenant, j'ai fait mon épicerie il n'y a pas longtemps le soir. Puis on m'a dit le lendemain matin, à quelle heure tu veux venir la chercher? On se rapproche d'Amazon. Quand on a parlé, rappelle-toi, les premiers à livrer le jour même, ça a été Amazon. Oui, alors là, on était rendu à 12, 13, 14 heures. Tu vas m'avoir. Mais je reviens à Amazon, encore là, de manière tout à fait anecdotique, mais je pense que c'est révélateur. Tu parlais d'acheter des gugus. Oui, qui manquent. La pile de feuilles aussi. Mettons que tu as un bureau à la maison, etc. Alors, je parlais à un voisin qui me disait, j'avais mes clients et mes fournisseurs pour chaque truc. Il dit, par accident, je m'enfarge sur Amazon, exactement les mêmes produits et dans bien des cas, 20 à 25 % moins cher. Tu lèveras la main en me disant commerce local, mais il me dit à 20 ou 25 %, c'est lui qui parle, il me dit, oh, là, il trouvait ça plus difficile. Il est à la tête, toujours jusqu'à tout récemment, d'une très grosse business que tu connais. Et c'est ça qu'il me disait, que même soudainement, l'entreprise avait commencé à acheter des fournitures en ligne. Alors, ça va durer. En commerce en ligne, on est d'accord que ça ne fermera pas demain, là? Non. Et jette un coup d'œil. Je suis tombé sur une stat, les chiffres en 2020 de la hausse de vente en ligne mondialement. J'aime bien les stats mondiales parce que ça nous rappelle que c'est pas juste un phénomène ici ou là, nord-américain ou américain ou canadien ou québécois. C'est 900 milliards de plus achetés en ligne en 2020. 900 milliards. Alors, on est proche du trillion, là. C'est quand même 1000 milliards, en fait. C'est quand même remarquable. Alors, c'est l'épicerie. Et moi, la surprise, je vais te la donner, mais je suis sceptique, là. Je vais te raconter que ça m'arrive d'être sceptique parfois puis de lire quelque chose et je ne suis pas convaincu. C'est les Dollarama de ce monde qui, partout à travers le monde, ont commencé à faire de la livraison à la maison. Tu me l'apprends, je ne savais pas. C'est ça. Et on pense que ça, c'est ce qui devrait connaître avec l'épicerie en ligne la croissance la plus importante en 2021.
j'ai mes réserves, mais je te le donne puisque c'est ce que le rapport nous donnait. On parlait de fourniture, le télétravail. Il y a comme 3 clubs. Hein? Si tu regardes, là, je suis sûr que tu jases autour de toi. Là. Il y a le club qui dit « Maudit que j'ai hâte de retourner au bureau ». La recherche dit que c'est à peu près 50% des gens. Donc, c'est une personne sur 2. Mais là, tu me suis? Si c'est 50% des gens, c'est qu'il y en a à peu près 50% qui disent « Sais-tu quoi? Moi, je négocierais peut-être autre chose. Je négocierais 1 jour par semaine au bureau, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. » Il y a une formule hybride de toute façon. Oui. Alors là, on peut penser qu'il y a quelque chose qui va changer. Moi, pour le boulot que je fais, il y a une grosse partie, somme toute, que je peux faire à distance. Quand je t'entendais parler avec Sylvain Boudreau, il y a une couple de semaines, toute l'industrie de la conférence, n'ayons pas peur des mots, c'est une industrie. C'est sûr que dans les premiers temps, j'ai souvenir du mois de mars où on a, je pourrais quasiment te donner la date tellement que, puis il n'y a pas beaucoup de choses dont je pourrais te donner la date, mais j'ai souvenir qu'un jeudi soir, il y a un match de la NBA qui est annulé à cause de la COVID. J'ai souvenir qu'on apprend qu'un acteur célèbre qui a fait Catch Me If You Can, pas Catch Me If You Can, oui, Catch Me If You Can, DiCaprio? Pas DiCaprio, mais l'autre. Maudit, en tout cas, l'autre, c'est lui qui fait la réplique célèbre, là. J'aime le chocolat dans une boîte de chocolat. On sait jamais. Tom Hanks. Tom Hanks, Excuse-moi. Il est en Australie et on apprend qu'il a... Alors là, on est jeudi soir. Tu vois, je me souviens que c'est jeudi soir. Vendredi matin, ça commence à annuler le présentiel. Je me dis, c'est pas si mal. Il reste lundi puis mardi de la semaine prochaine et puis l'autre semaine embarque. Initialement, tout ça disparaît, mais là arrive Zoom. Alors, est-ce que ne pas avoir à faire le 35-40 000 km par année de voiture? Au début, ça me manque. Après, je les fesses dehors, déglacé, j'ai souvenir 2019-2020, en fait, donc je voudrais pas me tromper, 2018-2019. Sur les 6 tempêtes qu'il y a eu au Québec, je pense que j'étais 4 tempêtes sur la 20. Tu vois, je me disais tout le temps, comment ça que je suis tout le temps là? C'est ça. Alors, télétravail, Gilles? Qu'est-ce que tu en penses? C'est là pour rester, c'est sûr. C'est sûr. Je pense aussi qu'il va y avoir un équilibre nécessaire comme dans à peu près tout. Il y a des entreprises qui ont dit « finalement, on avait crainte que ça ne travaille pas. On se rend compte que la job peut se faire. Par contre, pour d'autres raisons qui s'accumulent, les problèmes psychologiques, c'est-à-dire on est écœuré d'avoir des confinements, écœuré de ne pas pouvoir avoir notre monde, écœuré. » Fait qu'on a noté qu'il y avait moins d'engouement et moins de performance en ligne. Est-ce que c'est lié au fait de ne pas être là ou c'est l'ensemble des facteurs qui viennent déranger notre façon d'être, tu comprends? Oui. Il y a beaucoup de choses extérieures qui nous dérangent là-dedans. On est vraiment bousculé par rapport à une vie normale, tu comprends? Parce que initialement, les premières données laissaient entendre que les gens travaillaient aussi bien à la maison, sinon plus. Mm-hmm. Plus récemment, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui disent « Il me semble que les dossiers traînent un petit peu plus qu'avant. » C'est ce que j'entends aussi. Est-ce que ça ressemble à peu près exactement à ça? Donc, il faut de revoir. Alors ça, c'est l'autre question, télétravail. Un peu plus tôt, on parlait de médias. Le lancement de Novo. C'est vrai, ça c'est Bell dans le fond, il faut dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est Bell, la grande corpo Bell qui a acheté ce qui était l'ancien TQS, là, je peux dire. Oui. Okay. Et je pense que c'est une bonne nouvelle parce que certaines personnes nous avaient dit qu'il fallait surtout pas que ça se passe, mais je pense que dans les circonstances, un petit peu de diversité dans l'information au Québec, ça fera pas de mal. Je pense qu'il y aura jamais trop de diversité et on a engagé 60 journalistes. En ces temps difficiles, c'est quelque chose. Oui, moi, j'ai des gens autour de moi qui terminaient en journalisme, des plus jeunes, des gens qui étaient dans certains médias depuis quelques années qui avaient peut-être le goût de voir autre chose. Ça va être une rampe de lancement pour eux? Et ça a permis, alors je trouve ça pas si mal. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est fin des années 80, début des années 90 avec TQS, justement, qui, à Québec, a littéralement révolutionné la télévision. On oublie souvent de le mentionner, mais au Québec, se lever durant un bulletin de nouvelles, regarder la caméra, échanger avec le voisin. C'est pas TVA qui a inventé ça. Et c'est pas Radio-Canada, surtout pas, qui a inventé ça. C'est ici, oui. Pierre Jobin, José Turmel. Oui.
Exact. Il faut jamais l'oublier. Bon, eux me racontaient candidement, après 2 ou 3 bières, qu'à Toronto City TV, je pense, avait quelque chose qui pouvait ressembler un petit peu à ça. Mais encore là, l'idée, c'est de prendre le risque. J'ai souvenir qu'au début, on les regardait de façon un peu étrange. Puis assez rapidement, on a dit, sais-tu, non, c'est moins comme pogné, hein, c'est moins constipé, c'est plus relax. Puis ça nous donne le goût de regarder de l'information. C'est drôle parce que je pense encore à la phrase que tu as dite qui n'est pas fausse du tout. Tu dis c'est la diversité parce que ça amène effectivement TVA, Radio-Canada. Là, Nouveau arrive avec ça, mais quand tu prends ça au plan corpo, c'est quand même Bell qui a la moitié des stations au Québec. Oui. D'une certaine façon, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire. Je suis pas en train de dire que Bell ne respectera pas le CRTC et les règles, mais je veux juste dire que cette j'en parle parce que je me dis, si un jour, ce qui est annoncé possible, une compagnie comme Québécois, qui est déjà dans les télé, évidemment, qui est sur Internet avec Cube Radio, les journaux. magazines, journaux et autres, achètent des stations de radio, ce qui est dans leur plan, mais il ne faudrait pas se surprendre que ça puisse être permis maintenant. Oui. Ça peut arriver, puis si Bell a autant de propriétés, ça se peut qu'à un moment donné, on se dise, écoutez, pourquoi on empêcherait Québécois, s'ils respectent les règles, d'avoir des stations de radio? Moi, je ne croyais pas il y a 15 ans, 10 ans, mais je ne serais pas étonné que ça arrive. Par exemple, Choix à Québec, qui est à vendre. Oui. Je ne serais pas étonné que ça soit Québécois. Moi, je suis à peu près convaincu que c'est ce qui va arriver. C'est probable. Et l'argument, évidemment, aujourd'hui, c'est qu'on est dans un autre monde. Autrefois, on faisait une espèce de calcul mathématique avec des pourcentages, avec des nombres de stations, avec des limites de stations par marché, avec des combinaisons aussi de médias par marché. Est-ce qu'aujourd'hui, ça tient encore la route? Contenu français, tout ça, mais là, avec les Netflix de ce monde et les autres, l'ouverture de nos jeunes, tu sais, je suis persuadé que tes jeunes, tu as des jeunes de 18-20 ans, l'anglais, c'est pas un problème pour eux autres, hein, tu comprends? Non, il y a ça aussi, là, il y a une nouvelle réalité. Nous autres, souvent, ça y est, peanut, ketchup, jusqu'à 40 ans, nos parents à l'époque. Là. Oui. On est dans un monde complètement différent. Fait qu'il n'y a pas de ces barrières-là. Oui. Pour atteindre tout ce qui est disponible, c'est ça que je veux dire. Oui, et c'est pour ça que soudainement, l'argument de il n'y a pas de compétition est un petit peu plus difficile à utiliser. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de compétition. Même s'il faut aussi reconnaître que, par exemple, au Québec, si je veux m'informer sur un certain nombre de choses, le nombre de joueurs est, somme toute, assez limité. Mais moi, de voir Bell qui arrive dans l'information télé en français au Québec, moi, tu vois, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ne serait-ce que pour ces 60 personnes-là qui ont été engagées. C'est du monde. Et 60 journalistes engagés d'un coup, jamais tu reverras ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais tu reverras ça. Je suis convaincu de ça. En parlant de quelque chose qu'on ne verra pas. Volkswagen, un petit peu avant le... Volt? Oui, fameux exact, Volt? la Volt, Ah oui. Oui. Je trouvais le nom de produit extraordinaire, VOLT, là, pour ceux qui l'auraient manqué. Signifiant la part Volt. de... Oui, je trouvais ça génial. L'électricité dans l'auto. Et ça donnait beaucoup, de portée à l'annonce. Tu pouvais penser que ça doit être vrai. Tu te fais prendre 5 minutes au moins. Je me suis fait prendre 5 minutes. Oui, okay. Certainement. Avant de penser que ça peut être un poisson d'avril. Parce que ça a été très bien fait. Dans un premier temps, on a mis l'annonce sur le site. Dans les minutes qui ont suivi, on a retiré le communiqué de presse, comme si, il ne fallait pas l'annoncer tout de suite. Certains ont dit non, c'est parce qu'ils ont changé d'idée, mais est-ce que tu peux changer d'idée à un niveau aussi, avec une annonce aussi importante? Le lendemain, ils ont fait une annonce officielle, avec un porte-parole, le porte-parole de Volkswagen États-Unis, qui a dit oui, effectivement, et on a émis un communiqué, et éventuellement en après-midi, alors on est mardi après-midi, on vous a dit ça, mais peut-être qu'on n'aurait pas dû vous le dire, puis c'est peut-être pas tout à fait ça. Puis c'était un poisson d'avril, mais un poisson d'avril avant le 1er avril. Il y a toutes sortes de... C'est façon d'interpréter, oui, c'est ça. C'est ce qui m'a mêlé, moi. C'était pas le 1er avril. Oui. Il y a des gens qui se sont posé la question, là. Est-ce qu'on est dans l'imaginaire? Est-ce qu'on est dans la réalité? Chose certaine, c'est pas génial. Maintenant, il faudra voir. Il y a 5 ans. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des séquelles négatives? Je pense que le danger, c'est les éventuelles poursuites à cause d'investisseurs qui, en bourse, ont acheté le titre. Oh, OK. Parce qu'en Allemagne, le titre a augmenté de près de 5% dans la journée. OK. Et c'est des gens qui ont probablement voulu miser. Bon, il y a toute la question de Tesla et d'autres aussi, la NIO, l'équivalent de Tesla chinoise, en fait, l'automobile, la voiture. Alors, oui, je pense qu'il y aurait ce danger-là. Il faudra voir en Allemagne
Allemagne, comment les autorités financières vont réagir. En parlant de fiction ou de réalité, tu as probablement vu un contrat qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, qui a été annoncé il y a quelques jours seulement, Microsoft, qui a obtenu l'un des gros contrats de réalité augmentée. Et là, on n'est pas dans les jeux vidéo ici. On est dans l'armée américaine. Un contrat de 22 milliards sur 10 ans. Alors, à raison de 2,2 milliards par année pour imaginer comment qu'on appellerait ça, l'attirail du militaire américain dans le futur. Et cet attirail-là va donner place à toute la question de la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, à ne pas confondre avec l'autre, alors la réalité augmentée, c'est qu'on utilise une partie de ce qui existe déjà et on rajoute une couche. Hein. C'est très différent de créer de toutes pièces un environnement. Alors, il y a des gens qui pensent donc que la guerre du futur, il va y avoir des bouts de trucs qui vont exister puis des bouts de trucs qui n'existeront pas. Là, d'essayer d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler, toi puis moi, là, et les gens qui nous écoutent, pas évident. Mais c'est comme si on jouait avec je t'écoute, puis je pense, c'est comme si on jouait de façon beaucoup plus poussée avec le concept de fake news. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Oui. L'important, c'est l'impact qu'on veut atteindre. Oui. Mettons dans une offensive, t'es d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Qu'est-ce qu'on veut faire voir? Oui. Est-ce que c'est vrai? Probablement en partie. Mais qu'est-ce qui est faux? Oui, c'est complètement flayé. C'est flayé, oui, oui. Parce que mais ça se peut parce que les moyens techniques sont là. Oui. Et si le gouvernement investit 22 milliards, de deux choses l'une, ou bien c'est l'arnaque du siècle à 22 milliards. Non, c'est ça. Ou il y a quelqu'un qui a fait une présentation et qui a été extrêmement convaincant. Et il y a quelqu'un qui a vu ça et qui a dit « Wow! » De la même manière que si je t'aurais dit, je sais pas, moi, il y a 125 ans, avant Tesla, un jour, on aura des torpilles à tête chercheuse qui vont être capables d'identifier une cible, puis ils vont la chercher, puis même si tu déplaces la cible pendant que je lance ma torpille, ils vont finir... avoue que c'est flyé, puis même aujourd'hui, on raconte ça, puis c'est quelque chose. Alors ça, c'est en termes, sur le plan technologique, ça nous donne une idée là, des avancées possibles dans les prochaines années. Plus près de nous, l'autre nouvelle COVID, on est toujours dans les médias, toujours dans le marketing, toujours dans les technos, les Jeux olympiques. Ah oui. Qui ont été reportés, il faut le rappeler. Hein? Oui, qui ont été reportés une première fois et là, qui auraient pu être reportés une deuxième fois, mais là, le maudit problème qu'on a, c'est qu'on investit tellement de sous qu'on ne peut pas... on lance ça dans les airs, puis on passe notre tour, puis après ça, c'est les Chinois. Parce que là, en l'espace de 18 mois, je ne vais pas me tromper, un petit peu moins peut-être, on va avoir 2 jeux, là. Ouais. Parce que là, on a 2021 Tokyo, l'été, puis on va avoir hiver 2022. On va avoir la Chine. Alors là, c'est... moi, ce qui me fascine ici, bon, je ne suis pas surpris de la réaction des Japonais parce que c'est une société extrêmement... Bon, c'est une île, là, je ne l'apprendrai à personne, mais sur le plan des mentalités, c'est très insulaire. Hein? Ouais. Quand tu es une île, tu développes des mentalités que tu n'aurais peut-être pas si... c'est Robert Bourassa, je pense, qui disait, on a la politique de notre géographie. Quand je me déplace dans la Beauce, puis je vois toute la sensibilité à l'égard du marché nord-américain et de la côte est américaine, je comprends parce que quand je traverse la frontière, puis que je vois les camions de la Beauce, peu importe les types de produits, là, ça peut être pour le bain, ça peut être pour la cuisine, peu importe, mais je comprends que cette géographie-là fait qu'on est sensible à ces réalités-là. Alors, dans le cas des Jeux olympiques au Japon, ce qu'on sait, c'est qu'un pourcentage significatif de Japonais ont dit de 2 choses l'une, ou bien il n'y a pas de jeu, parce que si vous invitez la visite, ça ne marche pas, ou bien il y a des jeux, mais vous n'invitez pas la visite. On regarde ça à l'interne. Oui, on veut pas la visite, rembourser les gens qui avaient payé leur billet. On va passer à côté. Au niveau de la visibilité, peut-être que à la fin, comme il y aura peut-être... Ouais, ça peut être un gros show télé. Ça peut être surprenant. En même temps, ça va être surprenant parce que... Je vais te dire tout de suite 2-3 affaires, moi, que j'ai brainstorming. Des Japonais qui prennent pour certains pays, des Japonais qui prennent pour d'autres pays. Vois-tu un petit peu l'idée? Des Japonais qui sont habillés avec le drapeau allemand, des Japonais qui sont habillés avec le drapeau italien. Vois-tu un petit peu l'idée? Puis qui font preuve de franche camaraderie, c'est-à-dire... Et d'ouverture. Oui, exact. Et ça serait
Pour le Japon, ça serait bien. Oui. Tu vois, c'est quelque chose auquel je me surprends à réfléchir. Après ça, ben, c'est ce réflexe de dire, essayez d'applaudir l'ensemble des athlètes. Oui, bon, vous aurez vos favoris, les Japonais, bien sûr, mais essayons d'aller un petit peu plus loin de ce côté-là. Est-ce que la portion, en proportion, la portion des entrées sur place est majeure aussi vraiment les Jeux olympiques? Souvent, le retour, c'est sur la diffusion et sur les commanditaires majeurs. C'est surtout ça, j'imagine? Oui. Parce que s'ils le font quand même, ça coûte très, très cher. On va parler quand même de 15-20 milliards, j'imagine. Oui, on est rendu à 20 milliards. Bon, ben 20 milliards. C'est les Jeux d'été les plus dispendieux de l'histoire. Bon. Du côté des Jeux d'hiver... Donc, s'il y a quand même des Jeux... Il y a des commitments, comme on dit en bon québécois, des grandes corpos médiatiques mondiales. Donc, il va y avoir des commanditaires. On peut présumer que ça va être écouté quand même si les meilleurs sont là. Il n'y a pas de boycott d'annoncer. Non. La plupart des pays sont là. Non, quoique encore là, puisque tu parles de boycott, cette semaine, on a eu... Les Russes, peut-être? On a eu un très, très beau jeu d'échecs. On parlait d'échecs un petit peu plus tôt. Une nouvelle qui a filtré comme quoi les Américains pourraient peut-être boycotter les Jeux en Chine. En Chine. Exact. Très rapidement, on a eu le sentiment qu'il s'était passé quelque chose. Quelqu'un avait appelé quelqu'un d'autre. Parce que là, comme les Jeux au Japon n'ont pas eu lieu encore, on pourrait aussi imaginer la Chine qui dit on va pas au Japon, pour des raisons historiques aussi, pour ceux qui auraient manqué 2 ou 3 cours d'histoire contemporaine, en tout cas du début. Ça n'a pas toujours été le bonheur. Ça n'a pas toujours été le bonheur, puis il faut dire que c'est ça. Les Japonais n'ont pas toujours été gentils avec les Chinois de ce côté-là. Mais alors, on aurait pu imaginer aussi la Chine qui ne va pas au jeu au Japon. Alors, c'est drôle parce que de manière très officielle, il y a des représentants américains qui ont dit on réfléchit à cette possibilité de ne pas aller en Chine. Et puis, ça a pris 2 jours. Puis là, le message, c'était on n'a jamais dit ça. J'aime beaucoup ça parce que, évidemment, le maudit problème de nos jours, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui traîne. Puis, si tu ne l'as pas dit, ben, il va finir par le savoir si tu l'as dit. Alors, sur ce plan-là, ben, ça sera intéressant de voir ça. Mais je reviens à ta question en lien avec les Jeux au Japon. C'est que si les Jeux ont lieu, l'argent de la télé est là, l'argent de la publicité est là, l'argent de la commandite est là, à ne pas confondre. Là. La publicité, c'est ce qui passe durant l'émission. La commandite, c'est ton décalque ou ce que tu portes, ou c'est la commandite officielle de l'équipe de natation, ou c'est la commandite officielle du nageur un tel. Donc, les 3/4 des revenus sont là, comme faut? Oui, certainement. Alors, les ventes de billets, ben, c'est pas négligeable. Et ça veut dire qu'on vendra probablement pas beaucoup de produits dérivés, mais les produits dérivés, c'est un à côté. Est-ce qu'on va jouer de nationalistes? Peut-être plus de Japonais iront parce qu'il y aura plus de place? Peut-être. On peut présumer. Moi, je voudrais m'assurer encore là, on est toujours dans notre brainstorming des Jeux olympiques du Japon, à Tokyo. Oui, il faut que les gradins soient pleins. En fait, en tout cas, il faut qu'il y ait du monde. Ouais. On va dire ça comme ça, oui. À cause de la COVID, on ne sait pas trop. Oui, c'est ça. Là, c'est pour ça que je réalise. Mais il faudrait voir au Japon. Encore une fois, c'est une société insulaire. Ça fait qu'il y a peut-être moins de visites. Tu sais, ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Montréal avec la COVID, c'est peut-être pas super étonnant. Là, c'est juillet qui est prévu? Oui, c'est ça. C'est la fin juillet. C'est très court. Hein? C'est très, très, très court. Ça dure de moyenne. Je me demande si c'est pas moins de 3 semaines cette année. Hey, je t'avancerais quelque chose. Là, ça va être fini après la première semaine du mois d'août. OK. Fait que ça va être... c'est assez court. Là. J'irais pour le 20... J'avais ça dans mes notes. Ou le 24 juillet. Je te 23 juillet au exact, Bétou. Tu vois, c'est pas pire. Bon, t'es pas alors, pire. c'est à peu près ça que j'avais en tête. Mais alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Il faut juste penser à la vaccination. Revenons à la situation que l'on vit. Est-ce qu'on peut présumer qu'au plan international, dans les pays les plus développés, tout le monde va être vacciné cet été? Moi, je dis non. Non. Fait que déjà, ça, c'est un frein. Fait que comme eux autres ne veulent pas avoir de visite, par déférence, il n'y en aura pas bien non plus. Oui. Fait que c'est sûr que ça va se passer plus encore une fois, on va encore faire une première. Ça va être probablement une première des Jeux olympiques qui sont à guichet fermé, dans le fond, ou presque. Oui. Ça va être très, très particulier. À planète fermée. Oui. Et le problème, c'est qu'il y a cette séquence-là qui est disponible, mais sinon, avant et après, tantôt certains télédiffuseurs européens, tantôt certains télédiffuseurs nord-américains disaient « Vous ne pouvez pas faire ça
à une autre date, c'est comme C'est le trou qui existe. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le patron maintenant, et on s'en parle depuis plus de 20 ans, toi et moi, c'est les médias, c'est la pub, c'est les dollars de la pub. Même si c'est à la mode d'annoncer la fin de la publicité, je maintiens toujours qu'on n'a jamais été exposé à autant de publicité. Elle est simplement un peu plus sophistiqué, un peu plus ciblé aussi. Hein. Tu cherches un mot-clé sur Google, puis dans les jours qui vont suivre, tu reçois même des courriels maintenant, des courriels hein, avec des mots-clés comme ça, et tu n'as pas souvenir j'ai pas souvenir d'avoir contacté ces gens-là en leur disant que je cherchais ceci ou cela. C'est devenu très, très perfectionné. Et avec la disparition autrefois, c'était les adresses IP hein, qui permettaient d'identifier les gens par rapport aux autres, alors que là, on a développé des systèmes qui sont beaucoup plus sophistiqués. Les algorithmes. Mais oui, les fameux algorithmes aussi, et qui vont aussi révolutionner la publicité, Gilles, et les relations publiques. C'est les algorithmes, par exemple, qui, dans un futur pas très éloigné, auraient pu dire à Volkswagen, votre 1er avril, votre poisson d'avril est allé trop loin, et il faudrait peut-être reculer. Moi, j'ai fait, à un moment donné, un article scientifique dont je dois dire, particulièrement content, fier, où j'ai analysé le poids sur les médias sociaux des messages en lien avec, souviens-toi, à un moment donné, United avait décidé de prendre un passager et de le sortir manu militari d'un avion. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, il y avait une première personne, évidemment, qui avait enregistré tout ça. Il y avait quelqu'un qui avait filmé ça de devant, puis il y avait quelqu'un qui avait filmé ça de derrière. Alors, tu vois un petit peu, tu avais vraiment, c'était en kaléidoscope. Tous les angles étaient là. Et alors, ce que je me suis amusé à faire, c'est vérifier le poids des mots-clés, le poids des messages aussi. Alors, à partir de là, à l'aide d'un algorithme, tu aurais pu dire, voici le moment où il faut s'excuser, voici le moment où il faut cesser d'en parler. Voici comment c'est rendu sophistiqué. Alors, à quand le relationniste, le relationniste informatique ou quelque chose, ou techno, on n'est peut-être pas si loin ou pas très loin de tout ça. Comme quoi, la COVID, pour résumer tout ça, ce qui sera intéressant de voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, elle aura changé des choses de manière définitive. Qu'est-ce qui restera? Et qu'est-ce qui restera après? Oui, parce que je t'ouvrirai plein de portes. Les croisières. Et j'ai pensé à ça. De toute façon, on est touché à petite échelle, à petite échelle, c'est relatif, mais je dirais les commerçants du Vieux-Québec diraient à grande échelle. Et les fins de semaine, il y avait 20-25 000 touristes qui débarquaient avec de l'argent neuf à dépenser en ville. C'est zéro. L'année passée, zéro. Cette année, zéro. Et on se disait, s'il y a quelque chose en temps de maladie qui se propage en aérosol dans l'air et qu'il ne faut pas toucher, la dernière idée, c'est de s'en aller toute une gang d'inconnus fermés dans quelque chose. Tu sais, ça nous semble l'affaire la moins pressante que d'aller faire une croisière. Oui. Alors, tu vois, je te laisse aller là-dessus, mais si je te donnais les chiffres, Carnival dit on n'a jamais eu autant de bookings. Bon, je suis déflaboxé. Vois-tu? Et les gens disent, dès que ça part, je saute dans un bateau de croisière. Et l'argument, l'urgence de vivre ou c'est quoi? L'argument, c'est quoi? L'argument, retour à la normale ou un semblant de normalité. L'argument, c'est on va obliger les gens à être vaccinés. OK, donc ça va être plus safe qu'ailleurs. Ça va être plus safe que ça l'était. C'est une façon de le avant. voir. C'est une façon de le voir. Après ça, les cabines intérieures ne seront probablement plus disponibles. Alors, les cabines auront toujours un accès à l'extérieur. On aura vu les systèmes d'aération. On aura vu le fameux buffet. Ils n'auront pas le choix. Je te dis ça parce que... Je suis d'accord, ils vont s'adapter. Oui. Sinon, ils vont mourir. Oui, parce que je pensais que je me disais les buffets chinois, c'est terminé. OK, tu vas me dire les buffets chinois, c'est terminé. Tu me dirais les buffets... en toute honnêteté, tu me dirais... que ça l'est. OK. Mais tu me dirais que les buffets chinois... Oui. Là, tu vas me dire que ça monte? Non. Non, je te dirais pas ça. Moi aussi, je t'aurais dit que les buffets chinois, c'est terminé. Puis récemment, je suis allé dans un restaurant. Quand il y a eu la petite fenêtre où c'était ouvert, je suis allé dans un restaurant de sushi. On me donnait une tablette. On me disait ça coûte un prix fixe X. Paye sur le petit piton. Dis comment tu veux des gros. Dis comment tu veux de sushi zizi, zozo, zaza. J'ai trouvé ça extraordinaire. On m'amenait la bouffe. Tu vas me dire c'est pas nouveau. Je sais que c'est pas nouveau, mais on m'amenait la bouffe. Les rouleaux de printemps, etc. On m'amenait ça instantanément. J'avais même pas besoin d'y penser. Je venais de les commander qui arrivaient. Là, je me disais, il n'y a personne qui a joué là-dedans. C'est excellent, si ce n'est les cuisiniers. Je voyais autour de moi les gens qui avaient le sentiment de faire une bonne affaire. Vois-tu comment des fois, intégrer juste une nouvelle technologie, les gens avaient l'impression
qui sortait gagnant. C'est comme s'il n'avait pas réalisé qu'au fond, c'était comme le buffet chinois dans le temps. C'est pour ça que je te dis que je pense que le buffet chinois va simplement être renouvelé. C'est que tu veux 3 egg rolls? Tu veux 3 egg rolls? Ouais. C'est ça que t'aimais, hein? T'aimais 3 egg rolls. 4 ailes de poulet. Puis t'aimais la soupe 2 fois avec pas trop d'eau dedans. Ouais. Ben, tu vas commander ça sur ta tablette. Il y a quelqu'un qui va te l'amener. Puis sais-tu, dans le fond, en y repensant, j'aime mieux ça comme ça. Parce que le nombre de fois que j'ai vu des gens tousser. Et puis, je me plais toujours à raconter quelque chose que j'ai vu de mes yeux vus, Gilles. J'ai vu à un moment donné quelqu'un essayer de se servir de une boisson gazeuse avec une... tu sais, le... oui. Le distributeur Fontaine. Oui. Alors, il met son verre en dessous, ça coule pas. Là, tu me dis pas qu'il a mis sa bouche pour le prendre. Il prend son doigt pour déboucher le trou. Il avait juste pas pesé sur la manette. Le bidule, la manette. J'ai vu ça. Alors là, je me suis dit, c'est pas quelque chose que j'ai aimé. Mais donc, si à la fin, et on essaie toujours de se quitter, toi et moi, à chaque podcast avec un... C'est ça qui a lancé le Coke Zéro? Zéro savoir-vivre? Mais c'est ça. Le doigt dans la patate. Excuse-moi, j'ai l'image, là. Ah, c'était dégueulasse. Ouais. Mais je reviens à ça. Si à la fin, on est dans un monde où il y a plus d'hygiène, il y a peut-être des situations qu'on vivait avant qui vont être moins inconfortables. Peut-être. Oui, je ne suis pas en train de dire que merci COVID de me donner ça après. Mais je dis, j'essaye juste de trouver, en cette fin de podcast, un petit côté positif. Si à la fin, là, il y a un petit peu plus de savoir-vivre sur le plan hygiénique. Par exemple, je donne mes cours. J'ai 125 étudiants. Je n'ai 10 dans les 3-4 premières rangées qui toussent du début à la fin du cours, comme c'était le cas avant. Maintenant, là, quand tu vas te mettre à tousser et à renifler, ça se peut-tu que tu vas rester à la maison? Ah oui. Pour la plupart. On est d'accord, là, faut parler comme ça. Ce qu'on a vu quand même dans un temps de crise comme une COVID, on a quand même vu la société telle qu'elle se déploie habituellement. Je ne sais pas si tu es d'accord comme universitaire, mais le 2-3% de gens qui sont en marge puis qui aiment ça brasser la cage, puis c'est pas plus que ça dans une population comme au Québec de 8 millions. Là. Ceux qui font du brasse camarade ou qui n'écoutent pas les consignes ou qui disent aux gens « Enlève-moi ce masque-là, c'est de la cochonnerie. » On est d'accord. La plupart des gens, la preuve, c'est qu'on est tous un peu... moi, dans mon cas, je suis ébahi. D'autres sont surpris de voir comment on a suivi les règles, sachant qu'on peut le faire pour les autres, on peut le faire pour soi. On peut le faire aussi. Comme là, présentement, les gens vont se faire vacciner. Moi, je suis allé à la course. J'avais même écrit il y a un mois, je ne suis pas Nostradamus, j'avais dit « Ouvrez ça la nuit. » Ils l'ont fait à Québec, j'étais content. Ils m'ont pas écouté, là. Mais j'étais content que ça se fasse. J'ai dit, pour une chose comme une pandémie mondiale, un vaccin donné... Moi, la nuit, c'est quoi me lever à 2 heures du matin? Je me recoucherai l'après-midi. Je m'en fous-tu de perdre 2 heures de... Fait que, tu sais, il y avait une logique. Mais on m'a expliqué, c'est pas pire, les gens de la santé m'ont dit « Gilles, c'est une bonne idée, mais il n'y en a pas de monde. On manque de monde pour vacciner. Oui. » Fait que j'ai dit « Excusez, je ne voulais pas vous bousculer. Je trouvais juste que c'était une bonne idée. Oui. Et je pense que c'est une idée géniale et je pense que ça devrait être le cas. Et je pense que les pharmacies devraient, depuis les tout débuts, donner le vaccin aussi. Moi, ce bout-là, on n'ira pas là, Gilles, parce que je pourrais me choquer. Comme moi, la vaccination devrait être plus rapide, c'est ça. Je suis flabbergasté de cette absence-là. C'est dans des situations comme celle-là qu'il faut sortir des cadres établis. Oui, puis dire allons-y, go. Exact, absolument. Là-dessus, ma déception, elle est totale. Mais j'irai pas là parce que c'est pas le but du podcast, mais ma déception, elle est totale. Et c'est rare que je suis déçu comme ça. C'est pas ton genre. Mais là-dessus, je te dirais que je peux pas comprendre que les pharmacies... là, on va me dire, il manque de vaccins. Là, c'est parce qu'à un moment donné... pas présentement, là. Ben, en tout cas, c'est ça. Il y en a 300 000, mais ça, moi, c'est mon petit bout. Là, c'est mon petit bout. C'est mon petit bout là-dessus. Mais pour le reste, souhaitons simplement revenir à la normalité. Gilles, puis espérons que la prochaine fois qu'on se reverra, toi et moi, on sera dans quelque chose qui sera sans doute pas très, très loin de ça. Ça sera le fun. Merci, Luc. Prof Dupont. C'est un plaisir.